Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34. Merci d'être avec nous. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, est notre invitée ce matin. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Sophie Primas, bonjour. Nous allons évidemment regarder l'actualité internationale avec vous. Cessez-le-feu de 30 jours conclu, accord trouvé entre Américains et Ukrainiens. Il manque maintenant l'accord de la Russie. Est-ce que vous avez des informations? Non, venues de Russie, Sophie Primas. Je n'ai pas de lien direct avec M. Poutine, mais on peut souligner quand même que cet accord qui a été trouvé entre les Ukrainiens, donc avec l'accord des Ukrainiens, vous savez à quel point les Européens et la France avaient cela en tête, pas évidemment de cesser le feu sans l'accord des Ukrainiens. On peut saluer cet accord, ce premier accord. Maintenant, la marche la plus haute reste à faire, c'est-à-dire effectivement convaincre M. Poutine qu'il faut faire un cessez-le-feu et que pendant ce cessez-le-feu, il faut négocier des conditions de paix qui soient durables. Voilà, un cessez-le-feu de 30 jours, le temps de négocier une paix acceptable par tout le monde. Une paix acceptable par tout le monde. Monsieur Zelensky, d'ailleurs, dans ses négociations avec les États-Unis, a bien précisé que les Européens devaient aussi être dans les négociations, puisque l'acceptation d'une paix qu'on appelle durable, c'est-à-dire sans perspective pour les Russes de recommencer une invasion qui soit belliqueuse, soit également autour de la table. Il a fait état de cela, le président ukrainien, avec aux Américains. Il a dit aux Américains, il faut que les Européens soient présents. Et ça fait partie de l'accord. Ça fait partie de l'accord. Alors, Emmanuel Macron dit, l'Ukraine ne sera pas démilitarisée. On est bien d'accord. Hein. L'Ukraine ne peut pas être démilitarisée, oui. Excusez-moi. Oui. Pour une raison simple, c'est qu'une paix durable, c'est avec les Européens, mais c'est aussi avec une armée ukrainienne qui soit en capacité d'assurer sa propre souveraineté. Si Trump et Poutine le décident, imaginons que Trump et Poutine décident de démilitariser l'Ukraine. Que ce soit l'accord trouvé. Que faisons-nous? Eh bien, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne peut pas y avoir d'accord possible sans l'avis de l'Ukraine, et donc l'Ukraine n'est pas sur cette position-là. La paix, elle doit être trouvée avec les Ukrainiens, c'est eux qui doivent décider les conditions, le quand, le comment, et cette option-là ne sera pas prise par l'Ukraine, et l'Europe est tout à fait partie prenante aux côtés du président Zelensky. Alors, parallèlement, hier, plus de 30 chefs d'état-major de pays étaient réunis à Paris, prêts à garantir la sécurité de l'Ukraine. Beaucoup de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne, d'ailleurs, la Grande-Bretagne, par exemple, l'Australie, la Turquie étaient là, représentées. C'est quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est construire finalement un front anti-Trump, anti-Poutine, ou bien c'est réunir des pays qui seront, dans un temps futur, capables d'envoyer des soldats en Ukraine pour garantir la paix trouvée entre Ukrainiens et Russes? C'est cela l'objectif? Oui, c'est une réunion qui a pour objectif d'abord d'apporter notre soutien à l'Ukraine et de savoir tout de suite quels sont les besoins de l'Ukraine pour se défendre, pour continuer à être fort, pour avoir une armée. Quels sont les besoins immédiats de l'Ukraine? Et ensuite de faire une stratégie qui soit une stratégie plus large, en assurant la souveraineté de cet État, mais aussi la souveraineté européenne au sens très élargi, puisque vous voyez qu'en effet, il y a beaucoup d'États qui seront là, en termes d'armement, en termes de défense, en termes de stratégie. C'est donc une nouvelle ère qui commence. Donc on prépare l'envoi de troupes en Ukraine pour garantir la paix. On verra les conditions de la paix. Troupes européennes et autres d'ailleurs. On verra les conditions de la paix. Turques peut-être, je ne sais pas moi. C'est pas impossible que lorsque la paix sera retrouvée, aux conditions de l'Ukraine et bien sûr de la Russie. Et s'il faut renforcer l'armée ukrainienne avec une force internationale, pourquoi pas? Et c'est le gouvernement français est favorable? Écoutez, le président s'est déjà exprimé là-dessus. Il ne s'agit pas d'envoyer des soldats français à la guerre. Il s'agit d'envoyer éventuellement une force internationale. Donc des troupes françaises pourraient faire partie de cette force internationale. Des forces internationales dans lesquelles il peut y avoir des soldats français. Des soldats français. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale vote sur une résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine. Oui. Le RN ne votera pas cette résolution. Est-ce que vous soutenez cette résolution? Le gouvernement soutient cette résolution, en effet, en précisant, puisqu'il y a, je crois, un article qui précise qu'il est souhaitable que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, en précisant effectivement pour le gouvernement que si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, c'est aux conditions d'entrée habituelles de l'Union européenne, c'est-à-dire dans plusieurs années et dans un temps long en fonction des conditions. Alors oui, parce que la résolution parle de faciliter l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Vous préférez accompagner
Hein, non, c'est pas accompagné, mais terme, pour rentrer dans l'Union européenne, il y a des conditions. Il y a des conditions sur la probité. Est-ce que l'Ukraine ne remplit pas ces conditions aujourd'hui ? Pour l'instant, l'Ukraine ne remplit pas ces conditions, et donc c'est un chemin de rentrer dans l'Union européenne. Alors, le texte appelle aussi à la saisie des avoirs russes, plus de 230 milliards d'euros. Est-ce que le gouvernement... Parce que ce n'est pas très clair. Alors j'ai envie de savoir, est-ce que le gouvernement soutient fermement la saisie de ces avoirs russes ? Non, pas pour l'instant, pour des raisons qui sont... Alors évidemment, c'est très tentant quand parce on a que Bercy dit non. On a peur des marchés. Non, c'est pas de... On a peur des effets systémiques, parce que aujourd'hui, marchés financiers, des effets systémiques sur notre économie. Vous savez que dans notre pays et en Europe, il y a beaucoup d'avoirs de pays qui ne sont pas des pays européens. Je pense aux pays du Golfe, je pense aux pays asiatiques, je pense même aux États-Unis. On a des avoirs aujourd'hui et des investissements sur notre pays que peuvent imaginer ces pays-là si nous saisissons des avoirs russes à l'inverse du droit international. Donc c'est à la fois très tentant. Pour vous dire également qu'on utilise quand même les intérêts de ces avoirs aujourd'hui, et que, par exemple, c'est ce qui fait que Sébastien Lecornu a annoncé 200 millions d'euros qui seront destinés à l'Ukraine. Il y a 3 milliards d'intérêts de ces avoirs. Clairement, Sophie et puis, Primas, juste pour répondre et finir... Vous dites non, il n'est pas question de saisir ces avoirs russes. Donc la position du gouvernement, pour l'instant, c'est non, mais... Le président de la République et le Premier ministre ont demandé à Éric Lombard d'étudier plus en profondeur les conséquences d'une telle décision. Pardon, mais je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent. Nous ne cessons de répéter qu'il faut aider l'Ukraine, qu'il faut armer l'Ukraine, et on a raison. Qu'il faut reconstruire l'Ukraine. Nous sommes derrière l'Ukraine. Il y a une résolution aujourd'hui. Vous dites oui, on est favorable à cette résolution. Oui, mais attention, dans la résolution, il y a un article, on est contre. Mais est-ce que Alors moi, j'aimerais comprendre. Est-ce que nous ne serions pas complètement fous de ne pas étudier les effets systémiques économiques sur l'ensemble de l'Union européenne, voire du globe? Parce que mais beaucoup de pays de l'Union européenne sont favorables à la saisie de ces avoirs russes. Mais évidemment, c'est très tentant, Monsieur Bourdin. On a 230 milliards qui sont là. D'ailleurs, qui ne sont pas que des liquidités, il faut savoir et sortir. On n'a pas que des liquidités. Je suis bien placée dans les Yvelines pour savoir qu'on a quelques propriétés qui sont gelées aujourd'hui, qui sont des avoirs russes dont on ne sait pas quoi faire. Oui, c'est pas si simple que ça. C'est des très très grosses propriétés, très belles propriétés, ça demande du temps. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quels sont les effets systémiques sur l'économie. Ça demande à être regardé. En attendant, on utilise les intérêts des avoirs russes pour aider les Ukrainiens et on étudie cette possibilité-là avec nos partenaires européens. Bien, parlons de la défense européenne. Au moins, c'est clair. Donc, vous soutenez la résolution, mais vous êtes contre cet article. On est bien d'accord. On étudie la possibilité d'utiliser... Vous êtes comme le Rassemblement national, finalement, qui est globalement d'accord sur la résolution, mais qui est contre un des articles. Alors, d'abord, je ne suis pas comme le Rassemblement national, premièrement. Et deuxièmement, on met des prudences. Mais c'est normal que le ministère de l'économie et que le gouvernement regardent les effets sur notre propre économie. Vous savez, les décisions faciles, elles ont toujours un revers. Donc, il faut vraiment les étudier en responsabilité. Et il ne faut pas monter les Français les uns contre les autres sur des sujets aussi importants. Sophie Primas, autonomie stratégique européenne. Industrie de la défense, augmenter le budget de la défense en France jusqu'à 100 milliards d'euros, vous confirmez le chiffre? Non, je ne confirme pas. Aujourd'hui, le chiffre n'est pas confirmé ni par le gouvernement, ni d'ailleurs par le ministère de la Défense. Nous sommes en train d'étudier. Alors évidemment, c'est une progression par rapport jusqu'à 3,5% du budget? Entre 3 et 3,5, dit-on, c'est-à-dire un point et demi de PIB. À quel horizon? Dans un horizon plus rapproché que la loi de programmation militaire. Ça demandera donc une accélération des efforts. J'ai pas de date aujourd'hui. Dès l'année prochaine, dès le prochain budget? Écoutez, il est vraisemblable que des décisions dans ce sens soient prises. Je voudrais juste dire On va augmenter le budget de la défense dans le prochain budget? Probablement, c'est probablement une décision auquel il faudra faire face pour assurer notre souveraineté et nos ambitions au niveau français et international. Bien, il va falloir trouver de l'argent. Comment? Je sais pas, il y a plusieurs pistes. Livret spécifique, livret A, emprunt. Tout ça est à l'étude. Aucune décision n'est prise. Non, aucune décision n'est prise. Ce sont des décisions qui sont lourdes. Quand on monte d'un point de PIB, il faut bien se rendre compte, c'est pas un effort non plus démesuré et inatteignable. On dépense chaque année 56% de notre PIB en dépenses publiques. Donc ce qu'on demande, c'est un effort de 1% du PIB pour réarmer la France et lui permettre de faire face à ses obligations
en termes de souveraineté et de défense au niveau français et au niveau européen. Donc il faut repositionner les choses. Et puis on a des atouts considérables, notamment une industrie de l'armement qui est tout à fait exceptionnelle. Évidemment, 50 milliards, un peu plus de 50 milliards d'euros, le budget de la défense en 2025. En 2026, il pourrait être quoi, 60, 70 milliards? Écoutez, on est sur une trajectoire qui nous amène à 67 milliards normalement en 2030. En 2030, on va aller plus vite. On va aller un peu plus vite. Donc j'ai pas le chiffre aujourd'hui et on est bien sûr à l'étude parce que tout ça doit se faire sans oublier qu'on doit lutter aussi contre notre déficit, ce qui est aussi une question de souveraineté économique. Ursula von der Leyen va annoncer l'effort européen la semaine prochaine, 800 milliards, qu'est-ce que je dis 100 800 milliards d'euros. Il y a divergence au sein de l'Union européenne. Emprunt, est-ce que le gouvernement français est favorable à un emprunt européen? Alors, les 800 milliards, dans les 800 milliards, 650 milliards qui sont des autorisations à dépasser les 3% de déficit. Donc, c'est une première chose. Et pour le reste, pour l'instant, Ursula von der Leyen n'annonce pas d'emprunt. La France y est favorable. Le président alors que d'autres pays sont opposés, comme les Pays-Bas, par exemple. Opposés. Mais vous savez, les Pays-Bas et un certain nombre d'autres pays sont en train de changer aussi leur doctrine. Vous avez vu le virage exceptionnel de l'Allemagne et d'autres pays. Et la CPME qui propose de travailler 36 heures, 1 heure de plus par semaine. CPME, les petites et moyennes entreprises. 1 heure de plus par semaine pour financer les efforts de défense. Vous y êtes favorable ? Écoutez, c'est les propositions de la CPME. Pour l'instant, ils sont très focalisés sur le retour à l'équilibre du régime des retraites. Donc, on va les laisser travailler là-dessus. Et puis, toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, on écoute tout et ensuite, on tranchera et le Parlement tranchera. Oui, non, mais ça, c'est certain. Bah oui. Ça, non, mais c'est ça, Sophie la vie Primas. politique. Mais vous soutenez cette idée ou pas ? Moi, je serais, à titre tout à fait personnel, je pense que nous sommes dans un moment où il faut changer notre modèle. Alors, est-ce que c'est par ça, ce type de précision ? Est-ce que c'est ce type de proposition ? En tout cas, il faut changer notre modèle. À titre personnel ? Oui, à titre personnel. À titre personnel, vous êtes favorable ? À titre Sophie tout Primas. à fait personnel, j'y suis favorable, mais ce n'est que ma modeste contribution. Mais c'est important, c'est important. Référendum à la fin du conclave sur les retraites ? On va laisser les partenaires sociaux travailler, on va voir ce qui sort, et puis le référendum n'est pas exclu, mais il n'est pas obligatoire. On verra ce qui sort. Mais le référendum n'est pas exclu. Non, il n'est pas exclu, comme sur tout autre sujet, puisqu'il fait partie, comme l'article 11 de la Constitution l'indique, des sujets sur lesquels on peut faire un référendum. Sophie Primas, je voulais vous parler de l'Algérie aussi, parce qu'hier soir, il y a eu... Oui, sujet particulièrement sensible. Est-ce que Boualem Sansal est détenu arbitrairement ? Il est détenu contre toutes les règles arbitrairement. Arbitrairement, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas contre toutes les règles du droit international, donc on peut dire arbitrairement. Il est détenu arbitrairement. Il est détenu. Est-ce que vous avez des informations sur son état de santé ? Non, pas du tout. À titre personnel, je n'ai pas de... On sait qu'il est malade. Le gouvernement ne sait rien ? On sait qu'il est malade. Écoutez, ce sont des négociations avec Boualem Sansal qui sont très sensibles, qui sont dans un climat de tension, évidemment, entre l'Algérie et la France pour des raisons que vous connaissez, notamment les dispositions de retour des OQTF, Est-ce que des négociations sont en cours pour obtenir sa libération ? Écoutez, le président de la République est très impliqué, le ministre des Affaires étrangères est très impliqué, c'est tout ce que je vous dirais là-dessus. Est-ce que des négociations sont en cours ? C'est tout ce que je vous dirais là-dessus. Sophie Primas, parce que on sait que des négociations sont en cours. Tout le monde le sait. Bien, je comprends que vous soyez discrète, mais tout le monde sait que des négociations sont en cours. Il faut, je sais pas moi, imposer un rapport de force. J'entends des voix discordantes au sein du gouvernement. J'entends la voix de Bruno Retailleau, j'entends celle du ministre des Affaires étrangères. Est-ce que l'Algérie piétine le droit international, comme le dit Bruno Retailleau? Écoutez, je vais répondre d'abord sur les questions de voix différentes. Chacun est dans sa mission. La mission du ministre de l'Intérieur, c'est de faire appliquer la loi française et de faire appliquer éventuellement la loi internationale en ce qui concerne les retours. Donc sur cette question-là, l'Algérie ne répond pas au droit international. Le fait qu'elle ne reprenne pas des ressortissants algériens qu'on lui renvoie est contraire au droit international. Donc ça, c'est le premier élément. Le ministre des Affaires étrangères et par extension le Premier ministre et donc le président de la République s'occupent des affaires étrangères, des relations avec les pays et donc forcément leur mission est assez différente. Mais au total, il ne nous a pas échappé que Bruno Retailleau a dîné avec le président Macron mercredi dernier et qui sont absolument sur la même ligne, c'est-à-dire une ligne d'équilibre entre les relations qui nous permettent de négocier la sortie de Boualem Sansal et des relations qui nous permettent d'être fermes par rapport au retour. Première mesure possible, parce que la réponse peut
être gradués. On est bien d'accord, Sophie Primas. C'est cela. Première mesure possible, réduction des visas. Réduction des visas, c'est une première mesure, notamment pour tous les dignitaires. Qui est envisagée. Et nous attendons... alors vous savez que la liste qui a été créée par le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux est aujourd'hui prête. Elle va être envoyée aux autorités algériennes. On attend un geste de l'Algérie. Aujourd'hui, vous allez envoyer une liste aux autorités algériennes demain, dans de les personnalités. Jours qui viennent. Pas de personnalité, d'OQTF, de personnes dangereuses sur le sol français, de nationalité algérienne, qu'on demande à l'Algérie de reprendre. Et si l'Algérie ne les reprend pas, eh bien, à ce moment-là, les premières mesures de rétorsion, premières mesures graduées, pourront être mises en place. Visas. Les visas, par exemple. Réduction de visas. Voilà. Bon. Conditions d'entrée plus compliquées, pour un certain nombre de dignitaires, de personnes qui ont l'habitude de faire les allers-retours. Est-ce que nous sommes trop naïfs sur la Syrie ? Est-ce que nous avons été trop naïfs ? On ne peut pas être trop naïf sur la Syrie quand vous aviez un gouvernement et une personne qui exterminait les personnes civiles. Enfin, je pense que Jean-Noël Barrot, qui est allé lui-même en Syrie visiter, vous savez, ces prisons où on torturait et où on tuait des civils par milliers, est revenu extrêmement marqué. Donc, la fin du régime Assad, c'est une bonne nouvelle pour la Syrie. Est-ce que nous sommes naïfs ? Pas du tout. Est-ce que nous essayons diplomatiquement, en relation avec la Syrie, de mettre en place dans ce pays bouleversé par la guerre, bouleversé par les milices, bouleversé par la guerre entre les chiites et les sunnites depuis des dizaines d'années, un gouvernement qui prend en compte les communautés? Nous essayons, mais nous ne sommes pas naïfs. Mais est-ce que vous avez reçu des assurances du nouveau gouvernement, du nouveau pouvoir syrien, que les massacres cessent et ne se reproduirait pas? Écoutez, nous avons demandé que des enquêtes, d'ailleurs conduites par des organismes extérieurs à la Syrie, soient menées. C'est ce que le nouveau dirigeant temporaire s'est engagé à faire, que les personnes soient condamnées, qu'elles soient punies, Il faut que nous protégions l'ensemble des communautés. Bien sûr, on pense aux Alaouites et aux chrétiens d'Orient, qui ont subi les derniers massacres insupportables la semaine dernière, mais aussi les Kurdes, à qui nous devons beaucoup. Il faut qu'on arrive à protéger ces communautés et en même temps à retrouver des relations avec la Syrie qui soient des relations apaisées, parce que la Syrie est un pays important pour nous, pour l'équilibre de cette partie du monde et pour la lutte contre le terrorisme. Sophie Primas, où est passé François Bayrou ? Il travaille, comme l'ensemble du gouvernement. Non, mais parce qu'on le voit peu, on l'entend peu. Quel projet de loi important d'ici l'automne ? Par exemple, le narcotrafic, qui arrive dans les jours qui viennent. Demain, je reçois le ministre de la Justice, d'ailleurs, Gérald Darmanin. Voilà. Par exemple, la fin de vie. Par exemple, le projet de loi sur la simplification. Nous sommes au travail et nous faisons... les ministres sont peut-être trop discrets. Le Premier ministre prend la parole quand il le souhaite et quand il veut aborder un certain nombre de sujets qui lui semblent structurants, notamment les relations internationales ou l'objectif de réforme de l'État. Mais nous sommes le président de la République. Président de la République, et lui, il a aussi évidemment son mot à dire dans les conséquences que ça a pour la France. Mais nous sommes nous travaillons tous avec des feuilles de route à rendre pour faire la réforme de l'État qui est nécessaire à une amélioration de nos comptes publics. Bien, Sophie Primas, ça c'est un sujet qui intéresse moins, quoique ça intéresse les Parisiens, les Lyonnais et les Marseillais. La fameuse loi PLM. Quelle est la position du gouvernement ? Vous êtes favorable Paris-Lyon-Marseille. Paris-Lyon-Marseille. Est-ce que vous êtes favorable au changement de mode de scrutin pour élire un maire ? Pourquoi ne pas, à Paris, Lyon et Marseille, faire comme on fait partout ailleurs en France ? Alors la différence entre ces trois communes, entre ces trois villes, entre ces trois communes très importantes, c'est qu'effectivement il y a des arrondissements à l'intérieur. Donc quand vous êtes dans une commune, vous n'avez pas de quartier, vous n'avez pas d'abord des élections de président de quartier ou de maire de quartier et ensuite des élections de maire. Donc la promesse qui est faite par cette proposition de loi qui est portée par le groupe Renaissance, c'est une proposition de loi qui est très alléchante puisqu'elle dit une voix un homme et aujourd'hui vous pourrez voter pour le maire de Paris, le maire de Marseille. Ça
paraît séduisant et logique. Il y a des oppositions aujourd'hui, en tout cas des réticences d'une partie des élus locaux, qui sont des réticences plutôt exprimées par les maires d'arrondissement à Paris, par exemple, évidemment. et qui disent attention, si on élit notre maire au suffrage direct avec une liste au suffrage direct, il faut pas que les arrondissements disparaissent. Donc vient aussi la question de la compétence. Vous savez que les arrondissements à Paris n'ont pas beaucoup de compétences, et si elles sont pas représentées au Conseil de Paris, elles existent plus en réalité. Le gouvernement soutient cette proposition de loi ? Le gouvernement soutient, et en particulier le Premier ministre soutient cette proposition de loi, auquel nous apporterons nous-mêmes d'ailleurs des amendements pour être certains, par exemple, que les arrondissements à Paris ou dans les autres communes que vous avez citées, Lyon et Marseille, soient bien représentés. Rapidement. Elle vient à l'Assemblée très rapidement, en même temps au mois d'avril. Et vous soutenez ? On soutient avec des amendements très importants. Avec des amendements. 2 mots encore, parce que ça j'ai promis, les médecins étrangers. Oui. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un effort ? Ce matin, j'avais le témoignage d'un médecin qui est diabétologue, qui gagne 2 000 € par mois, qui fait 70 heures de travail par semaine, qui forme des médecins français, des internes, et qui n'est pas reconnu. Alors, je ne peux vous répondre qu'à titre personnel, parce que c'est pas quelque chose qu'on a abordé, et je veux l'aborder avec Yannick Noder. Dommage, parce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues jusqu'à maintenant par d'autres gouvernements précédents. Je peux vous dire à titre personnel, parce que dans les Yvelines, on a pas mal de médecins, et notamment de médecins syriens, voyez-vous, qui sont venus au début de la guerre et qui ont du mal à se faire reconnaître. C'est un sujet parce que ce sont des médecins à part entière. Maintenant, il est normal que nous reconnaissions les diplômes, que nous soyons sûrs que les diplômes de ces médecins soient équivalents à nos médecins. C'est souvent là que le bas blesse. Mais je suis d'accord avec vous que la reconnaissance de ces médecins, qui sont aujourd'hui essentiels dans le système de santé français, il faut s'y atteler rapidement. Ça va être fait par le gouvernement ? Écoutez, je n'ai pas la feuille de route de Yannick Noder, donc je lui poserai la question. Mais c'est un sujet qui me semble effectivement très important. Le Retailleau ou Wauquiez ? Quoi ? Non, mais quoi ? Il y a une présidence LR. Il y a une présidence c'est pas LR. Ce qui agite les Français, hein, je vous le dis tout de suite. Ça n'agite pas les Français. Ce qui agite les Français, c'est que les LR sont de retour et qu'on parle d'eux. Donc, vous êtes satisfaite de ça, mais... Absolument, et je suis surtout satisfaite de voir qu'un ministre LR peut, sans renoncer à ce qu'il est, faire avancer les sujets qui lui tiennent à cœur. On peut être ministre et président d'un parti. Bien sûr, beaucoup dans sans aucun problème. Beaucoup dans le passé l'ont été. Je pense à Nicolas Sarkozy, qui exerçait toutes ces fonctions-là en même temps. Non, c'est très bien qu'on parle des LR, c'est très bien aujourd'hui. Donc vous avez choisi Bruno Retailleau ? Non, j'ai pas forcément choisi Bruno Retailleau. Je donnerai ma réponse lorsque d'abord j'aurai la connaissance de tous les candidats. Vous savez qu'on a jusqu'au 18 mars pour déposer sa candidature, et je ne désespère pas. On est déjà le 12, hein. Ne désespère pas qu'une troisième candidature arrive. Je donnerai ma position. Enfin, entre les deux, vous penchez, quoi. Non, je connais les deux très bien. Je connais les deux très bien. Bruno Retailleau depuis 10 ans, puisqu'il a été mon patron de groupe lorsque j'étais sénatrice. Et Laurent Wauquiez, parce que en 2010, quand je deviens députée, je trouve séduisant cet homme qui a quelque chose à dire sur le modèle social. Et je m'embarque avec lui dans un mouvement qui s'appelait la droite sociale. Peut-être vous vous rappelez de ça. Oui, bien sûr. Donc je le connais bien. Je connais bien les deux hommes. Je connais leurs qualités. Et donc je choisirai en toute connaissance. Vous n'avez pas choisi, sincèrement, franchement. En tout cas, je garde ma décision pour moi. Vous avez choisi. Vous avez choisi. Je garde ma décision pour moi, Jean-Jacques Bourdin. Bon, Sophie Primas, merci. Il est 8h57. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Merci d'être avec nous. Patrick Roger, juste après les informations de 9h.